Merci. Alors, je suis content du point de départ de Vincent sur la phrase de Tony Blair. L'état de droit doit-il changer? Parce que je pense que c'est ça qui est en jeu dans toute cette affaire-là. C'est-à-dire que quand on regarde comment l'état d'urgence s'est mis en place, comment il s'est appliqué, d'où il vient, où il va, il y a derrière tout ça une logique extrêmement lourde de changement de régime politique, tout simplement. République par république, je ne sais pas, je vais essayer de dire ce que j'en pense, mais il y a derrière vraiment quelque chose de fondamental qui est en train de se passer. Je vais prendre quelques exemples, un quart d'heure, on ne peut pas traiter toutes ces questions. Le symbole de l'interdiction des manifestations contre la COP 21 et l'autorisation des marchés de Noël est extrêmement limpide. Toute expression sociale, toute expression de contestation des choix sociaux, économiques, écologiques est dangereuse, le marché est essentiel. Et je pense que là, ce résumé est extrêmement symptomatique. Bon. Par exemple, les perquisitions, il faut savoir que la moitié des perquisitions n'ont aucune relation avec le terrorisme ou la radicalisation islamiste. La moitié. Hein. Vous savez combien il y a d'inculpations, d'actions en justice contre le terrorisme à l'issue des 3500 perquisitions? Deux. Ça vous donne une idée, hein? Bon, il y a dans les saisies d'armes, les fameuses saisies d'armes, il y a eu 500 armes saisies. En France, chaque année, il y a 5000 armes saisies. En fait, il y a eu moins d'armes saisies pendant les 2 mois d'état d'urgence que la moyenne des armes saisies en France. Ça, c'est les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, je vous donne. Hein. Bon. Et puis, avec des effets indirects. Hein. Le salarié qui travaillait, comment dirais-je, à la Société des autoroutes du tunnel du Mont-Blanc, qui a été perquisitionné pour suspicion d'islamisme. Il a été licencié, parce qu'il était dangereux. Donc, il y a une série d'effets comme ça, qui ne sont pas tout à fait comme des mosquées qui ont été fermées. Tous ces gens qui se réclament de la séparation de l'Église et de l'État ne sont pas inquiétés du fait qu'on ferme une mosquée ou qu'on perquisitionne chez un imam. Hein. Bon. Donc il y a derrière tout ça des choses extrêmement lourdes. Et elles sont justifiées par le gouvernement. Alors le ministre de l'Intérieur, dans le débat à l'Assemblée nationale, a dit « à cause du péril imminent qui n'a pas disparu ». Alors, tu rappelais tout à l'heure ce qu'a expliqué Hollande, comment dirais-je, au Parlement à Versailles, mais il faut faire attention aux mots, parce que les mots ont toujours une signification. Hein. La guerre, cette guerre d'un autre type, face à un adversaire nouveau, appelle un régime constitutionnel d'état de crise. C'est ça qu'il a dit. C'est extrêmement lourd. Alors l'interview de Valls dont tu faisais état à la BBC britannique, alors lui c'est extraordinaire. La guerre, c'est jusqu'à ce qu'on puisse en finir avec Daesh. Je crois que c'est une génération qui peut être concernée par cette guerre. Il ne suffira pas seulement de vaincre Daesh, il faut éliminer, etc. C'est une guerre globale, totale que nous mène le terrorisme, et c'est donc aussi, etc., etc. Nous avons dans nos sociétés des centaines, des milliers de jeunes qui ont basculé, qui vont basculer dans cette radicalisation. Le mal, la menace sont aussi au sein de nos sociétés. Là, c'est extrêmement grave. La guerre, c'est pas le terrorisme. La guerre, c'est quand on a un ennemi, on sait où il va. Le terrorisme, par définition, c'est pas une guerre. Non. Et en plus, créer dans la société une guerre civile contre une partie de la population qui est globalement celle issue des anciennes colonies françaises, hein, qui est toujours la même, hein, celle qui est venue d'Afrique du Maghreb, qui est complètement stigmatisée par l'affaire de la binationalité, de la déchéance de nationalité, c'est extrêmement grave, parce que c'est fréquent dans le discours politique, on a l'habitude, hein, mais quand ça devient une parole officielle et un projet constitutionnel, il ne faut pas se rassurer en se disant que c'est des gesticulations démagogiques. Les mots produisent toujours des choses, surtout quand on est titulaire du pouvoir d'État. On ne peut pas dire qu'il y a des milliers de jeunes contre lesquels il faut entamer une guerre civile dans la société sans qu'un jour ou l'autre ça ait des effets. Donc l'enjeu
de cette discussion, de ce qui est en train de se passer, me semble d'une toute autre importance que simplement une réaction dans l'émotion. Tous les gouvernements, et c'est la spécialité de gouverner par la peur et l'émotion, vous ouvrez votre télévision tous les soirs, il y a de l'émotion qui se déverse par flot continu en guise d'explication. Nous, on a intérêt à essayer de comprendre ce qui se passe au-delà de l'émotion. Bon, premièrement, ce qui est clair que veut faire le gouvernement, que fait l'état d'urgence et cette constitutionnalisation, c'est de nous habituer à vivre dans une société militarisée. Je discutais, j'ai eu un colloque international il y a 15 jours, le grec, pourtant la Grèce, c'est pas le pays le plus calme, mais il me dit, mais c'est infernal, tous ces soldats en ville, quand on sort entre l'aéroport, le truc qu'on tenait à Paris, il était effrayé, choqué, disons. Bon, nous, on finit par s'y habituer, parce qu'on voit des FAMAS se balader dans n'importe quel endroit où on est. Deuxièmement, les attaques contre les libertés sont des attaques qui ne sont jamais de courte durée. Les premières lois scélérates contre la liberté de la presse de 1893 et 1894, contre lesquelles la LDH s'est combattue, ont été abolies en 1992. La loi de 1936 pour la dissolution des ligues fascistes a permis la dissolution du Parti communiste français en 1939, du Parti communiste algérien en 1955, d'une dizaine d'organisations d'extrême gauche en 1968, de la Ligue communiste en 1973, de toutes les organisations indépendantistes dans les années 70 ou 80. Elle a transformé les militants en délinquants. C'était une loi contre les ligues fascistes. Bon. La Cour de sûreté de l'État, contre l'OAS, elle a permis l'inculpation de dizaines, de centaines de militants, beaucoup des indépendantistes écorces et bretons. Et pendant la guerre d'Algérie, ils ont la mise en place de l'état d'urgence, je ne vais pas développer. Et donc quand se met en place des systèmes comme ça, ils se mettent en place avec un objectif, mais leur définition est faite de telle manière qu'ils s'appliquent à toutes sortes d'autres situations. C'est ce qui s'est passé dans tous les textes contre les libertés. Alors, il y a une volonté de criminaliser les mouvements sociaux, c'est tout à fait évident, mais je ne sais pas, il y a des choses annexes, mais qui sont incroyables. Les militants de la Confédération paysanne, qui ont été démontés une partie de l'installation de la ferme des 1000 vaches en Picardie, ils ont été condamnés. D'abord, ils ont été condamnés, parce qu'ils ont fait des tags, et ils ont démonté une machine, et on a retrouvé les boulons de la machine qu'ils avaient démontée dans leur poche. Ils ont été condamnés à plusieurs mois de prison. Mais en plus, ils ont été condamnés à autre chose qui est incroyable, qui est l'interdiction de venir dans le département. C'est-à-dire que, vous voyez, on est au-delà des grands trucs spectaculaires à une criminalisation de l'ensemble de l'activité. Et de ce point de vue-là, Vincent, tu citais Giorgio Agamben, mais il dit un truc qui est très juste. Il dit, dans un pays qui vit dans un état d'urgence prolongé, dans lequel les opérations de police se substituent progressivement au pouvoir judiciaire, c'est ce qu'on est en train de connaître, c'est la police qui fait la loi, c'est pas la loi qui dit à la police de faire, il faut s'attendre à une dégradation rapide et irréversible des institutions publiques. Et là, il y a un processus qui est engagé depuis maintenant 30 ans en France. Depuis 30 ans, les premières lois contre le terrorisme, elles datent de 86. Depuis 1986, il y a eu 25 lois attentatoires aux libertés. Je ne vais pas vous les énumérer, je n'ai pas le temps, si peu de temps, mais on est passé, la garde à vue est passée à 4 jours, puis à 6 jours, systématiquement, à chaque fois, on en rajoute. On en rajoute en termes de pouvoir pour la police, de pouvoir de contrôle, les écoutes téléphoniques, les fouilles, les contrôles d'identité, les perquisitions, le contrôle des informations. Enfin, à chaque fois, on en rajoute une petite couche. Mais ce qu'il faut comprendre dans cette histoire-là, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une politique désordonnée qui réagit au coup par coup. C'est pas du tout. Pas du tout. Je vais vous citer un article du Monde du mois de décembre.
Le cabinet du directeur de la police nationale, c'est une circulaire qu'ils ont chopée et qu'ils ont publiée. Le Monde, voilà, hein. Le cabinet du directeur de la police nationale estime sans fausse pudeur qu'il convient d'utiliser cette fenêtre législative pour faire avancer certaines évolutions souhaitées par les différents services et qui n'ont pu jusqu'à présent aboutir, soit par manque d'un vecteur législatif approprié, soit parce que le contexte ne s'y prêtait pas. C'est tout un programme. Et ce n'est pas un programme qui existe qu'en France. Tu parlais du Patriot Act. Le Patriot Act, il a été adopté en 2001. Il y avait 16 mesures principales. Les 16 mesures principales du Patriot Act, il y en a 14 qui sont rendues permanentes et 2 qui sont prolongées pour 10 ans encore. Les Patriot Act, hein, ça crée le statut de combattant ennemi et combattant illégal qui permet l'internement à vie, l'accès aux données informatiques beaucoup plus libre qu'en France, enfin, etc. etc. C'est pas une bagatelle. Hein. Bon. Je vais prendre un autre exemple tout simple. Les contrôles ADN. Hein, les prélèvements ADN. Les prélèvements ADN, au début, c'était pour les délinquants sexuels. Depuis 2001, il y a eu 6 lois pour étendre les personnes concernées par le prélèvement ADN. Donc on a des systèmes là qui systématisent les choses. Avec, bon, 3 choses complémentaires que je voulais dire là-dessus. La première, c'est que il y a des pays dans lesquels on a une spécialisation pour déclarer terroristes des gens qui ne font rien de violent. Alors le Canada, c'est un pays spécialisé là-dedans. Hein. Vous savez qu'au Canada, il y a pas mal de mobilisations contre les gaz de schiste. Ben, c'est le blocage d'une avenue, le blocage d'une route qui conduit à un gisement de gaz de schiste, ça devient un acte terroriste. Bon. Et il y a des militants écologistes avec une corde qui se mettent sur la route, qui sont inculpés. Bon. Vous avez par exemple dans l'État espagnol la loi dite loi Bayon qui vient d'être adoptée, dans lequel ne pas respecter une restriction de circulation, c'est-à-dire s'installer sur une place, ce qu'ils ont fait au moment des grandes occupations de place, 100 à 600 €. Escalader les bâtiments, ça devient un truc dangereux. Empêcher l'expulsion immobilière, c'est aussi dangereux. Diffuser des images de policiers qui mettent en danger leur sécurité. Bon, enfin, je passe. Hein, je vais... Bon, et la logique de tous ces textes et de tout ce qui se passe dans ces pays, c'est de donner une définition des infractions suffisamment vague et imprécise qui laisse la liberté de décision aux agents et à l'administration, à l'État et aux forces de police. Bon. Et donc là, on a réellement un processus. Donc l'état d'urgence s'inscrit dans un processus qui est entamé depuis 30 ans, qui existe dans la totalité des pays européens, bon, qui s'accélère en France. Alors, qui s'accélère en France, je pense pour des raisons qui sont liées au fait qu'une série d'acquis sociaux existants dans ce pays ont un peu mieux résisté que dans beaucoup d'autres. Hein. Il y a par exemple en ce moment, dans la plupart des pays européens, des attaques contre le droit de grève. Il y en a en Grande-Bretagne, en Belgique, en Espagne, etc. Hein. Bon, mais en France, on a d'autres textes. Et là, je vais parler un peu d'autre chose que de l'état d'urgence pour essayer de voir l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Bon, il y a 2 petits textes en ce moment qui sont incroyables. Il y a le texte sur l'obligation de réserve pour les fonctionnaires, hein, qui vont plus avoir le droit de critiquer leur administration. Mais un autre petit texte, alors c'est ridicule, hein, prison ferme contre les personnes aidant la fraude dans les transports. Hein. Un article qui punit de 2 mois de prison ferme et 3 750 € d'amende toute personne prévenant sur les réseaux sociaux la présence de contrôleurs dans les transports en commun. Alors bon, c'est vrai qu'on est loin de l'état d'urgence, mais enfin quand même, on pose une série de problèmes. Le tout, dans une situation où la Cour de cassation trouve que les policiers qui ont tué Ali Ziri, ils n'ont pas à être condamnés. Hein. C'est quand même ça la réalité. Et cette réalité, elle a une autre... Enfin, on peut l'approcher d'une autre manière.
C'est, je vais prendre deux thèmes, puis conclure là-dessus. Le premier thème, qui va peut-être vous apparaître lointain, mais qui ne l'est absolument pas, c'est ce qui est en train de se passer sur le Code du travail. Le premier article du Code du travail rédigé par M. Badinter explique que les libertés et droits des salariés dans l'entreprise doivent être limités par les besoins du bon fonctionnement de l'entreprise. On revient à notre histoire de marché de Noël. Le droit du travail, il a été construit pour empêcher le bon fonctionnement de l'entreprise parce que les salariés, ils étaient sous la dépendance juridique de leur employeur. Il fallait limiter le fait que l'employeur les attaque, hein, les exploite, pour dire les choses autrement. Quand on dit que le bon fonctionnement de l'entreprise est aussi important que les droits des salariés, c'est la négation même du droit du travail. Je vais prendre un autre exemple qui est exactement dans la même veine. C'est ce qui est en train de se passer avec les négociations autour du traité TAFTA. Ce qui est en train de se passer avec les négociations du traité TAFTA, vous connaissez tous, hein, c'est un traité, je veux dire, mondial de liberté des échanges, mais qui n'est pas une mince affaire, hein, parce que c'est quasiment la moitié du PIB mondial hein, qui est en jeu. L'objectif, c'est pas seulement d'abolir les barrières douanières, c'est d'abolir toute réglementation, même décidée démocratiquement, dès lors qu'elle est un obstacle au commerce. Encore une fois, on a une logique là, qui est de dire ce qui est déterminant, mais qui est la logique qu'on a eue au moment du débat sur le traité constitutionnel européen. Ce qui est déterminant, c'est la liberté d'entreprendre, c'est la liberté du commerce. Tout le reste doit y être subordonné. Et à partir du moment où on discute comme ça, il est clair que le débat démocratique, il ne sert à rien. On n'est plus dans une société où on discute de la répartition des richesses, des choix qu'il faut faire. On est dans une société où, d'un point de vue institutionnel, constitutionnel, on dit ce qui est essentiel, c'est la liberté d'entreprendre. Tout doit y être subordonné. Et tout ce qui est la conséquence pratique de ça, c'est que le débat démocratique n'a pas d'utilité et que tous ceux qui s'élèvent contre cette logique-là sont des dangereux potentiels. Et cette logique-là, c'est une logique qui détruit la démocratie, qui détruit les libertés démocratiques, qui détruit tout ce qui permet l'activité sociale, quelle qu'elle soit, hein, pour la défense des salaires contre Notre-Dame-des-Landes. Contre Notre-Dame-des-Landes, il y a 15 jours, à Rennes, il y a eu un carnaval pour la défense de Notre-Dame-des-Landes qui a été attaqué par la police. Attaqué, un carnaval. Attaqué, il y a deux militants qui sont en tôle à la suite de cette histoire-là. Bon. Donc on a là une question qui est... en gros, l'idée c'est de soustraire les règles du droit privé, de la propriété, de l'échange marchand, à toute espèce de contrôle démocratique. Alors on l'a vu encore récemment tous avec ce qui s'est passé entre l'Europe et la Grèce cet été. Hein. Donc là, il me semble que ce qui est en jeu, c'est une nouvelle phase, un nouveau régime. C'est mis en France, à la fin de la 4e République, un État bonapartiste autour du coup d'État de De Gaulle en 1958. Il me semble qu'on est en train d'entrer, est-ce qu'on y est rentré, le basculement, quand les choses s'accumulent, on ne sait jamais quel est le moment où ça bascule réellement, mais on rentre dans une autre logique que celle qui s'est construite à ce moment-là, une race de rationalité néolibérale. Alors, je donne cet éclairage-là parce que, évidemment, ça fait énorme. On se dit, c'est... Là, on a en face de nous une montagne terrible. Bon, je pense que, bon, l'essentiel de celles et ceux qui sont ici, ils sont convaincus qu'il faut se battre contre l'état d'urgence, la déchéance de nationalité. Donc, essayez de comprendre quel est l'enjeu de notre combat, avoir des arguments supplémentaires, c'est, me semble-t-il, utile. Nous, il ne faut pas qu'on baisse les bras, hein. C'est des raisons supplémentaires d'agir. On a raison de se battre là-dessus. Il y a une série de sujets sur lesquels on peut gagner et on a intérêt à ne rien lâcher parce que sur le fond,
Ce qui est en jeu, effectivement, c'est un autre régime qui est en train de se mettre en place dans ce pays.